Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast de Blueocean Entrepreneur, On a Mission for Impact. L'objectif de ce podcast est d'aller à la rencontre d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises pour parler de business et d'impact. On parle aussi parfois d'aventure entrepreneuriale et d'expatriation, de succès et d'échecs, et bien sûr de consulting indépendant. Dan Peña, homme d'affaires américain, a l'habitude de dire Show me your friends, I show you your futures. On espère que vous allez vous faire peut-être de nouveaux amis dans ce podcast et peut-être même qui pourront vous mener vers un futur plus lumineux. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Moget, consultante indépendante et experte et référente dans le domaine de la durabilité, notamment sur les sujets B Corp et CSRD. Je suis Thierry Barlet, cofondateur de Blueocean Entrepreneur, communauté de consultants et de managers de transition. C'est parti. Je suis enchantée de justement être la première invitée dans ce podcast de Blueocean. Merci beaucoup. Donc Margot est à Barcelone, moi je suis à Madrid. L'enregistrement se fait via Google Meet. L'objectif de ce podcast, c'est d'aller à la recherche d'une entrepreneuse qui a fait le choix de l'entrepreneuriat, le chemin de la liberté, et qu'elle nous raconte son parcours. Et qu'elle partage avec nous son expertise parce que Margot, voilà, pour la petite histoire, je la connais depuis à peu près, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 3 ans à peu près? À peu près, oui. Oui, 3 ans. Voilà, donc j'ai été mise en relation avec Margot via Elsa, qui est aussi membre du réseau Blueocean, qui fait partie des early members, la communauté Blueocean, je crois que c'est déjà 2021. Et donc voilà, Margot, pour moi, c'est un peu la référence en développement durable au sein du réseau. Pas mal de conférences sur le sujet, toujours à la pointe. Donc je me suis dit que c'était intéressant pour nos auditeurs de connaître son parcours, d'en savoir plus sur elle. Et puis elle va aussi nous parler de CSRD, de développement durable, avec un angle assez pragmatique. Voilà pour l'intro. Est-ce que je peux te laisser te présenter, Margot? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci Thierry. Donc, je suis Margot Moget. Alors moi, je suis à Barcelone, donc comme tu l'as dit Thierry, je suis arrivée en 2016 et en fait pour le travail, donc justement un travail lié à l'impact. Et je suis donc du coup consultante en développement durable, B Corp CSRD. Peut-être on reviendra sur ces termes de façon plus précise plus tard parce que c'est beaucoup d'acronymes. Et aujourd'hui, du coup, je suis à mon compte depuis un peu plus de 3 ans. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneur 2020-2021 et je continue cette aventure qui est passionnante, faite de haut et des bas, mais qui est vraiment passionnante dans l'accompagnement de clients sur leur stratégie de développement durable. Écoute, merci pour l'intro. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à ton compte et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, avant, donc du coup, j'étais salariée dans une entreprise et en fait, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait une prépa, une école de commerce en France, à Nantes. Et à travers cette école de commerce, je me suis déjà intéressée un peu aux enjeux d'impact, on va dire. C'est-à-dire que je me suis spécialisée dans le mécénat, dans l'industrie de la culture et des institutions culturelles. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler pour la Villette, le Louvre. Et le mécénat, c'est vraiment l'idée de pouvoir subventionner, que ce soit à travers des particuliers ou des entreprises, des organisations à but non lucratif. Donc moi, j'étais principalement dans la culture, côté et mécénat individuel et mécénat d'entreprise. Et après, du coup, ces stages et cette spécialisation à travers mon école, j'avais envie d'être passée du côté entreprise. Donc, je voulais être dans une fondation d'entreprise et on m'a proposé un super boulot qui était de créer une fondation d'entreprise de zéro. Ce qui était assez exceptionnel à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de place. Et donc, j'ai intégré un groupe qui aujourd'hui s'appelle Monty pour créer leur fondation d'entreprise en 2016 avec une top opportunité, c'était d'avoir un VIE qui m'a emmené à Barcelone. Donc j'ai fait 4 ans dans cette entreprise
Et puis, ça m'a permis donc, de créer de zéro cette fondation, de développer beaucoup de compétences en termes de projets, etc., des projets d'impact notamment, de l'impact aussi lié à tout ce qui était télécommunication, développement IT, puisque l'entreprise était spécialisée là-dedans. Et en 2020, voilà, on a eu la grande crise du Covid, la crise sanitaire, et moi, je me posais déjà des questions en fait sur les valeurs liées à cette entreprise et comment est-ce que j'étais aussi en accord avec mes propres valeurs, avec une envie d'aller plus loin que ce côté mécénat, avec une envie de découvrir le développement durable de façon globale, parce que je me suis rendu compte que voilà, avoir un département, je dirais, que ce soit mécénat, voire même développement durable, un peu à côté de l'entreprise, ça faisait bouger, mais finalement, la solution pour répondre aux enjeux, notamment aux enjeux climatiques, environnementaux, c'était en fait d'intégrer au cœur du business model d'une entreprise le développement durable. Et donc, je commençais à m'intéresser à la RSE, qui est la responsabilité sociétale, donc sociale et environnementale et gouvernance des entreprises. Ça embarque les trois. Et du coup, j'avais déjà cette réflexion. Donc, pour revenir, voilà, avant de la crise du Que Covid. l'impact soit dans la raison d'être de l'entreprise. Et donc, pour avoir Exactement. plus d'impact, travailler directement sur l'impact et pas que ce soit un département à côté qui va dire nous, on s'occupe du développement durable. Exactement. Puisqu'en fait, ça a je l'ai vu hein, de façon concrète, c'est que c'est important, mais ça a un impact limité finalement d'avoir ça à côté. Voire même, il y a toujours ce côté de, soyons honnêtes, hein, on se dédouane, on fait les choses bien ici, voire aller jusqu'au greenwashing. On fait les choses bien de ce côté et du coup, on se pose pas la question de la responsabilité dans le cœur business. Et ça, en fait, c'est compliqué à appréhender. Et avec cette envie, en fait, d'être aligné sur OK, on est responsable de nos activités et on se pose vraiment la question comment je fais pour voilà, pour intégrer ces enjeux d'impact au cœur de mon entreprise. Et donc, du coup, avec cette vision, le Covid est arrivé, crise économique, ce qui a fait que j'ai eu la chance d'être licenciée. Vraiment, je l'ai pris comme ça puisque voilà, j'étais aussi arrivée au bout d'un cycle, moi, dans cette entreprise. Et il faut savoir aussi qu'en Espagne, en fait, on touche le chômage que si on est licencié pour des raisons spécifiques. Donc, pour des raisons économiques, j'ai pu avoir accès au chômage, ce qui a été une chance vu la crise qu'on a eue. Et donc, à travers voilà ce licenciement, cette crise, j'ai pu commencer à réfléchir sur OK, qu'est-ce que je veux faire en fait maintenant de ma carrière, de ma vie, comment est-ce que j'ai envie de me réaligner avec mes valeurs. Et pareil, un peu par opportunité où en fait j'ai commencé à postuler à partir du moment où ça s'est réouvert, donc 2020-2021. Et j'ai eu vraiment zéro réponse. Donc je me suis dit, je vais créer mon métier et je vais me mettre à mon compte. Ça, c'est comme ça que je suis arrivée à l'entrepreneuriat. D'accord, donc on a toute la réflexion, trouver ton pourquoi et passer à ton compte pour avoir. Ok, écoute, top. Écoute, tu as déjà répondu à pas mal de questions que j'avais préparées. Pourquoi Barcelone? Pourquoi l'impact? Donc top. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation? Tu as une relation un peu particulière avec Bicorp en Espagne. Tu es B-leader et je crois ambassadrice de Bicorp, c'est bien ça? Exactement. Alors, je suis leader. Donc, peut-être pour revenir aussi sur le mouvement Bicorp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qui a été créé aux États-Unis en 2006, dont l'objectif est de transformer en fait l'économie, de créer une économie plus inclusive et respectueuse de la nature, de façon globale. Et donc, il l'utilise à travers un outil qui s'appelle le BIA, donc c'est un questionnaire, un assessment en ligne gratuit pour tout le monde, pour évaluer en fait les entreprises, mais pas que. Vous pouvez Donc, aussi le utiliser BIA, pour d'autres ceux choses. qui ne connaissent pas, c'est Business Impact Analysis. Exactement. Assessment, pardon. Assessment, Donc, ouais. Merci Thierry, ouais, c'est ça. Et donc du coup, voilà, à travers ce questionnaire, en fait, l'objectif c'est de pouvoir aider les entreprises à avoir les bonnes pratiques opérationnelles, mais aussi à développer un modèle d'affaires à impact. Et ce questionnaire permet d'avoir des points
Et en fait, à partir de 80 points, on peut être certifié Bicorp. Donc aujourd'hui, le mouvement, c'est donc des entreprises qui passent cette certification, qui sont des entreprises Bicorp. Et après, il y a plein d'autres choses qui gravitent autour de ça. Donc, il y a les B-leaders comme moi, donc ça va être des personnes qui sont formées en fait à aider les entreprises ou alors dans sa propre entreprise à comprendre le mouvement et puis surtout en fait à passer cet assessment, ce questionnaire, cette certification. Et du coup, les organisations qui gèrent le mouvement, c'est des organisations à but non lucratif qui s'appellent les B-Labs. Et en fait, il y a un B-Lab à peu près par pays et ensuite c'est organisé par région. Donc, moi, j'ai été B-Leader, ça veut dire que j'ai été formée pour comprendre ce mouvement et accompagner les entreprises dans leur certification et puis dans l'amélioration de leurs pratiques liées au développement durable. Et du coup, en effet, j'ai un rapport particulier parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, dans le côté de réflexion, comment mettre la RSE, le développement durable, au cœur du modèle d'impact, en fait, c'est exactement ce que promeut le mouvement Bicorp. Et quand j'ai commencé à me dire, OK, je vais me mettre à mon compte, en fait, j'ai ouvert un peu l'horizon sur Barcelone en regardant quelles étaient les communautés liées à l'impact et au développement durable. Et Bicorp, en fait, ça a été une communauté dans laquelle je me suis énormément retrouvée par rapport à la mentalité, à cette envie de faire évoluer les entreprises en les accompagnant avec aussi ce côté très pratique de business. En fait, à l'époque, on était en 2021. Aujourd'hui, voilà, on est en 2024, c'est-à-dire que cette nouvelle économie est en train d'arriver, mais il y a des choses qu'on ne peut pas, comment dire, euh, voilà, il y a encore il y a encore beaucoup de règles de l'économie capitaliste, parce qu'on est dans une économie capitaliste qui s'applique à des entreprises. Donc la durabilité, c'est aussi prendre en compte la profitabilité des entreprises et la rentabilité. Et c'est ça que je trouvais intéressant dans le mouvement Bicorp, c'est de l'accompagner de façon positive, si on peut parler comme ça, plus que de façon punitive. Et j'ai eu l'occasion de travailler en direct avec Vilab Espagne, puisque j'ai été coordinatrice de la certification entre 2022 et 2023. Et là, récemment, en début d'année, j'ai pu aussi faire une mission avec Vilab France sur la CSRD et Bicorp. Donc, comment est-ce que ces deux standards voilà, étaient interopérables, l'interopérabilité des deux standards. Ouais, c'est ça. C'est ça, Comment ils coexistent. exactement. Comment est-ce qu'ils communiquent et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'un et sur l'autre. Justement, est-ce que tu peux nous parler d'une mission, je sais que tu as aidé des entreprises à être certifiées Bicorp, donc c'est un long chemin, il y a un questionnaire avec le BIA avec 200 questions sur 5 piliers de la RSE. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour peut-être certains auditeurs qui voudraient se lancer ou qui ne connaissent pas forcément la démarche? Comment toi tu amènes de la valeur ajoutée? Quelle est ta démarche? Est-ce que tu peux parler d'un cas client ou de plusieurs cas clients si c'est Bien sûr. possible? Bien sûr. Là, par exemple, donc oui, je vais parler de plusieurs cas clients. On va dire que le cas client d'une start-up, notamment dans l'impact, on a accompagné plusieurs, à peu près 5. Donc c'est déjà des entreprises qui ont un modèle d'affaires à impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles se sont créées et qu'elles ont développé leur modèle d'affaires par rapport à un enjeu social ou environnemental. Exemple sur Barcelone, Boomerang, c'est une entreprise qui a créé des bols qui permet en fait, au lieu d'avoir des déchets quand on va chercher notre nourriture ou même notre café en takeaway, donc à emporter, en fait, on arrive avec notre Tupperware, ça s'appelle un boomerang, et puis ça nous permet en fait de l'avoir et du coup de pas créer de déchets. Donc cette entreprise, en fait, son enjeu dans ces boîtes-là, c'est plutôt la structuration et avoir des points sur le côté opérationnel, puisque c'est des entreprises qui sont limitées aussi en termes de personnes et de ressources humaines. Donc du coup, moi, ma valeur ajoutée lorsque je les ai accompagnées, ça a été déjà de mettre en valeur leur modèle d'affaires à impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de aller chercher des chiffres et des preuves pour montrer que véritablement, scientifiquement, il y a un impact. Donc concrètement, des mesures d'impact, ça peut être l'analyse du cycle de vie, voir combien de déchets, là par exemple dans le cas de Boomerang,
combien de déchets ils ont en moins, en fait, qui permettent d'économiser. Donc, un peu structurer et aider à documenter tout ça. Et d'un côté opérationnel, c'est aussi leur transmettre en fait les bonnes pratiques opérationnelles, puisque voilà, enfin personne, et puis aucune entreprise n'est parfaite, mais on peut avoir un modèle d'affaires à impact, mais derrière avoir des pratiques opérationnelles, en fait, qui sont pas forcément ni structurées ou qui sont en train d'évoluer vers des bonnes pratiques. Ça peut être des bonnes pratiques, tout ce qui est diversité et inclusion au sein de l'entreprise. Je vous parlais de mécénat tout à l'heure. Voilà, c'est comment est-ce que aussi je contribue avec mes profits à la société et à la communauté. Donc, de façon très claire, moi, je vais apporter ça à ces entreprises. Et puis, une structuration aussi de mon point de vue de ce que j'ai pu avoir dans les grands groupes ou d'autres institutions quand j'ai travaillé notamment dans la culture, parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes pratiques qui sont Oui. que j'ai pu prendre de là. Au Louvre, par exemple, quand tu étais au Louvre. Exactement. Quand j'étais au Louvre, par exemple, comme c'est un établissement public qui accueille, comme c'est un établissement qui accueille du public, et voilà, qui a aussi le côté d'une réputation mondiale, il y avait également beaucoup de soins, d'attention et de rigueur. Et comme j'étais moi du côté, par exemple, mécénat de grands particuliers, et je travaillais avec les États-Unis, et bien en fait, il y avait tout le côté service client, même si on ne l'appelait pas comme ça, puisque là, du coup, c'était vraiment des relations. Mais là, tout le côté service client, prendre soin, avoir des questionnaires de satisfaction, tout ce genre de choses, c'est des choses que l'on peut appliquer ensuite à des entreprises pour améliorer en fait dans leurs opérations le pilier client, par exemple, que l'on a dans le BI. Et après, peut-être pour compléter aussi, pour les moyens, pour les PME, voire les ETI sur le côté Bicorp, là, ce que j'apporte, donc ça, c'est des entreprises qui sont déjà structurées, qui ont aussi des obligations réglementaires. Donc, par exemple, si on prend une entreprise en France, on est quand même très avancé sur le côté social, parce qu'on a des syndicats, parce qu'on a des règles assez strictes, etc. Mais du coup, moi, ce que je vais apporter, ça va être la réflexion au niveau stratégique de comment amener le modèle d'affaires à impact et comment, oui, voilà, amener ce modèle d'affaires à impact. Donc, ça va vraiment être plutôt sur le côté culture d'entreprise, sensibilisation des équipes et réflexion à long terme de se dire, OK, votre entreprise, elle est là aujourd'hui, elle fait tel type de service, tel type de produit, mais lorsqu'on regarde les enjeux, notamment environnementaux, donc que ce soit climatiques ou les autres limites planétaires, en fait, comment votre entreprise va survivre dans un monde qui va être de plus en plus contraint? Et surtout, quel est votre modèle d'affaires qui va pouvoir être développé par rapport à ça? Et là, du coup, je vais faire le lien avec la Tour Eiffel, puisque l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'accompagner la Tour Eiffel dans sa stratégie de développement durable. Donc C'est c'était pas génial. du Bicorp. C'est génial. Entre le Louvre et la Tour Eiffel, tu nous fais rêver là, Margot. Sur le Oui, soft alors power c'est français, le c'est vrai rayonnement que de là la France à l'international. c'est purement français et j'avoue que moi oui, alors j'ai rêvé, hein, honnêtement, je vais être et je trouve que ce podcast est génial là parce que ça me fait me rendre compte que waouh, c'était vraiment des rêves à l'époque où j'étais en études. Donc j'ai eu une opportunité assez folle, notamment par rapport à la Tour Eiffel. J'étais aussi en mission de freelance avec un cabinet de conseil. Euh, et si vous voulez, je les ai accompagnés. Alors là, on n'était pas sur du Bicorp, mais c'était en fait le même état d'esprit sur une stratégie de développement durable, un plan d'action et une feuille de route. Et donc, évidemment, la Tour Eiffel, c'est de réfléchir demain, si on a un Paris à 50 degrés, comment est-ce qu'ils font pour accueillir du public avec ces enjeux? Donc, bien sûr, ils y avaient déjà réfléchi à tout ce qui est lié aux canicules, mais en allant plus loin, parce que si on est toujours dans un réchauffement climatique, en fait, la mission de la Tour Eiffel, c'est de rendre accessible ce monument qui est incroyable au reste du monde. D'accord, sauf qu'en fait, demain, le réchauffement climatique nous invite à réduire nos émissions. Donc, ça veut dire aussi
qu'est-ce qui se passe au niveau des touristes qui viennent de l'étranger, comment le rendre accessible à ces touristes qui viennent de l'étranger. Donc réfléchir à, bon bah voilà, comment est-ce qu'on diffuse à travers des outils peut-être digitaux Ouais, l'accès à clairement. la Tour Eiffel, mais même à des personnes qui peuvent potentiellement pas se déplacer. Ou comment est-ce qu'on met aussi voilà en lumière si demain il fait 50 degrés, est-ce que aussi on ferme pour les personnes qui travaillent dans ce lieu, puisque pour elles c'est des conditions qui peuvent être aussi très pénibles. Euh, C'est une donc pratique qu'on a eue avec bon, moi je peux pas forcément trop le dévoiler, mais avec un client sur les conditions de travail quand il fait plus de 40 ou 45 degrés à Madrid en plein été. Ok, mais je te laisse continuer, pardon, excuse-moi. Et non, non, complètement. Bah, et d'ailleurs, ça, c'est des choses qui s'appliquent aussi, bien entendu, en Espagne, à Barcelone ou à Madrid ou dans toute l'Espagne. C'est des réflexions qui sont en cours. Et voilà, de façon très honnête, je ne prétends pas amener ces réflexions-là puisque c'est des choses déjà sur lesquelles la plupart du temps les clients savent ou en tout cas commencent à réfléchir. Mais en fait, la valeur ajoutée d'une personne externe, elle est de aller poser des questions déjà des questions qui peuvent être parfois dérangeantes, mais qui font ouvrir les yeux, ou en tout cas qui font réfléchir un peu plus loin et surtout, de donner, je dirais, un peu le côté transparence. Parce qu'en fait, parfois et même souvent, ça va être des enjeux qu'une un service, un département a, là très clair et travaille dessus, mais les autres en ont pas conscience. Et c'est aussi un peu ça l'objectif de la RSE, c'est de couper les silos, de travailler ensemble en intelligence collective pour recréer du sens aussi. Et ça, c'est aussi la valeur ajoutée d'avoir une personne externe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour développer une culture d'entreprise pour mettre la RSE au cœur des réflexions stratégiques et l'intégrer et faire que une entreprise ou une institution, voilà, il y a des enjeux économiques pour perdurer, pour que ce soit durable, mais ce soit pas le seul prisme, qu'il y ait aussi un prisme social et environnemental, et donc en fait que ce soit exactement au même niveau, le côté financier, social et environnemental Environnemental. et gouvernemental. Ouais, exactement, People, Planet, Profits. exactement. Et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que le mode d'intervention en tant qu'externe, et en plus, d'autant plus indépendant, te permet de poser des questions que politiquement n'auraient pas pu être acceptées pour quelqu'un qui est en interne. Mm. Et donc, il y a un effet voilà, où tu peux décloisonner les silos. Non, écoute, super. Je voulais juste dire que là, tu avais des exemples sur la Tour Eiffel, sur Boomerang. Nous, là, on est fin septembre. On a une opportunité sur lequel on a proposé ton profil pour accompagner une grande banque publique française sur leur feuille de route. Alors, euh, c'est la commission extra-financière sur CSRD. Alors Mm. évidemment, ils sont déjà bien avancés. Mais nous, on propose une force de travail, une expertise. Donc, j'espère que quand le podcast sera diffusé, on aura gagné cette mission et tu seras en mission avec nous. Est-ce que je peux faire On croise les doigts. On croise les doigts, exactement. Alors, j'ai plusieurs questions. Est-ce que tu trouves est-ce que tu nous parlais de CSRD ou est-ce que, bon, on coupera au montage, ou est-ce que côté développement durable, est-ce que toi qui travailles entre Barcelone et la France et Paris et d'autres villes, est-ce que tu vois une différence entre la France ou d'autres pays, enfin la France, l'Espagne et peut-être d'autres pays hein, en Europe en termes de niveau de maturité ou niveau d'engagement ou tout simplement de niveau de mission ou d'exigence de mission? Mm. J'étais, moi, j'étais client. Complètement. Complètement. Alors oui, je vois une différence entre la France et l'Espagne. C'est-à-dire que la France, il y a une sensibilisation et une sensibilité aux enjeux, notamment aux enjeux climatiques, qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus démocratisée aujourd'hui que l'Espagne. Je dirais que c'est lié à plusieurs choses. Alors là, après, voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Je suis pas forcément une experte là-dessus, hein, mais ce que j'ai pu voir, c'est que déjà en France, il y a eu un gros réveil, notamment sur les enjeux climatiques, je dirais depuis le Covid. Aussi parce que les enjeux climatiques ont été largement démocratisés par Jean-Marc Jancovici, Oui, qui est quand même devenu quelqu'un
que l'on écoute, que l'on sait, voilà, enfin, qui en fait l'explique de façon hyper claire et très bien et facilement accessible, et puis aussi de façon très pragmatique. Il n'y a pas ce côté émotionnel parce que c'est un scientifique et qu'en fait les faits sont là, tout simplement. Il y a eu le développement de la fresque du climat. Il y a aujourd'hui dans les voilà même intégré par exemple à la météo, il y a aussi la météo sur le climat. Donc en fait, il y a quand même un espace de plus en plus fort dans la place publique, si je dirais, par rapport à ces enjeux climatiques et aussi parce que bon, on a la chance d'être français, donc on va manifester dans la rue et il y a beaucoup de manifestations pour le climat ou pour les enjeux climatiques qui se sont développées. Versus l'Espagne, ce qui est, je dirais même un peu paradoxal parce qu'en fait, on est quand même extrêmement touché en Espagne. Rien que si on prend Barcelone, on a une sécheresse hallucinante cette année, avec des réels enjeux pour les personnes comme pour les entreprises. Le sud de l'Espagne, là, enfin, voilà, bref, c'est très compliqué, même aussi en termes d'agriculture, etc. Mais il n'y a pas eu encore justement cette sensibilisation de façon globale, ou en tout cas cette démocratisation des enjeux. Et il y a des mouvements qui émergent, il y en a de plus en plus. Lesquels? Mais alors, Bicorp, oui. il y a le mouvement Bicorp qui, pour le Mhm. coup, a pris aussi beaucoup d'ampleur, même si la France, en termes de Bicorp, c'est le premier pays en Europe à grandir autant par rapport aux entreprises Bicorp. L'Espagne, je pense, doit être le 2 ou 3e. Je dirais, il y a des mouvements aussi type des associations militantes. Donc évidemment, il y a Greenpeace, il y a Extinction Rebellion. Donc ça, c'est vraiment des associations un peu plus extrêmes. Mais il y a peut-être pas la même chose au niveau du pays. Et moi, alors c'est ma lecture, peut-être qu'il y a plusieurs choses aussi là-dedans par rapport à l'Espagne. C'est que, l'Espagne a quand même des identités fortes au niveau régional. Donc, par exemple, en Catalogne, il y a beaucoup de gens qui sont, voilà, qui vivent des modèles différents, notamment sociaux ou environnementaux, mais de façon beaucoup moins, je dirais, globalisée au niveau de l'Espagne versus la France. Et ça, c'est aussi lié à l'histoire de l'Espagne. Oui, alors Euh, pour ceux qui connaissent un peu moins l'Espagne, il y a 17 mm, communautés autonomes avec beaucoup d'autonomie. Voilà, pour les Français ou ceux qui nous écoutent, les francophones, il y a entre le Pays Basque, Catalogne et la Communauté de Madrid, voilà, on n'est pas sur la même culture. Il y a beaucoup d'autonomie donnée. Et puis on pourrait ajouter la Galice, l'Andalousie, voilà, on peut faire les 17 communautés, mais c'est très régionalisé. Et ça se sent au niveau exactement. business aussi. Euh, donc, je te laisse continuer. C'était une petite Oui, aparté. exactement. Euh, et voilà, et moi je le vois quand je fais des fresques du climat et des fresques du numérique, les gens ont pas du tout ont beaucoup moins conscience de ces enjeux. Et une autre chose, par contre, sur lequel je les ai trouvés, enfin, je vois qu'il y a quand même un avancement un peu plus fort, ça va être sur des enjeux, je dirais plutôt sociaux, diversité et inclusion, et notamment égalité homme-femme. Il y a eu beaucoup d'avancées. Alors là, je vais prendre aussi encore un prisme qui est celui de la Catalogne. Donc en effet, il y a déjà, on parle catalan et espagnol, mais on parle d'abord catalan. Et il y a un mouvement féministe très fort, et notamment un mouvement aussi de tout ce qui est organisation en communauté, en collectivité, qui va être beaucoup plus fort, et je dirais des modèles qui vont être un peu plus avancés que par exemple en France. Mais les enjeux, voilà, enfin, les enjeux, je dirais, RSE, et ça se voit aussi au niveau des chiffres du nombre de postes de personnes en interne en RSE. En France, ça devient de plus en plus commun et accepté, et surtout des responsables RSE qui sont au niveau des comités exécutifs d'entreprise. Oui, En Espagne, on en a peu. Ça très peu, oui. commence à arriver, Oui. ça arrive de plus en plus, mais on en a peu. Et pour faire le lien aussi peut-être avec la Donc, en fait, CSRD, tu ouais. dirais que la société espagnole est peut-être plus avancée sur certaines questions, ouais, sur les libertés. Je crois que ça fait 20 ans qu'il y a la Gay Pride à Madrid, par exemple. C'est une des plus grandes en Europe. Je crois que c'était un des plus très avant-garde, presque, que ce soit Barcelone ou à l'avant-garde que Barcelone ou Madrid sur le droit des homosexuels LGBT, etc. Mais qu'au niveau business, au niveau entreprise, il y a peu de femmes au board, finalement. Il y a peu de femmes, enfin, il y a peu
de responsables du développement durable qui sont au même niveau que les autres, qui sont pas board members en fait. C'est ça. Donc il y a un différentiel. La société est quand même assez en avance sur pas mal de problématiques sociétales, mais au niveau business entreprise, il y a un peu de retard. Moi, je pense il y a au moins 3-4 ans voire 5 ans de retard entre la France et l'Espagne sur les questions écologiques, sociétales et gouvernementales au sein des entreprises. Je Alors, ne sais pas sur si le tu me côté, rejoins. oui, alors je te rejoins. Et ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimée. Je pense qu'au niveau égalité homme-femme, pour le coup, dans les entreprises, ça se voit. Et du coup, ils ont été sensibilisés. Et par exemple, des femmes à des boards, il y en a de plus en plus. Je pense que les quotas ont été mis peut-être plus en amont que la France. Euh, Par contre, des représentations de personnes qui travaillent sur les enjeux RSE de façon globale, il y en a moins que Oui, en France. C'est-à-dire que les postes créés, par exemple, il y a 3 ans, quand je cherchais un poste en RSE global, je trouvais ces équivalents par rapport à la France que soit c'était quelques cabinets de conseil qui proposaient des consultants, ou alors c'était des entreprises internationales. Mais dans des entreprises espagnoles, là, en ce moment, oui, on commence à les voir. Mais voilà, par rapport à la France, par exemple, je sais que si j'étais rentrée en France après le Covid, euh, j'aurais pu décoller plus facilement en termes de carrière, entre guillemets, oui. euh, parce qu'il y aurait eu plus d'opportunités. Mais en fait, les opportunités, elles sont en train d'arriver ici en Espagne et c'est pour ça que on est ensemble, Thierry, ici, et que on va aller chercher les clients maintenant pour les sensibiliser. Ça, il y a pas de Exactement, un souci. peu à l'avant-garde. Et puis nous, on raisonne vraiment Europe. Donc, s'il y a Mm, des missions, que ce soit en Angleterre, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, et ben après, notre cœur de marché, c'est vraiment France-Espagne. mm. Euh, top. Alors, de manière très pragmatique, hein, est-ce que, donc moi j'avais commencé à faire le questionnaire Bicorp pour Blue Ocean Entrepreneur. Est-ce que tu as des tips, quelqu'un qui réfléchirait à mettre en place une démarche certification Bicorp ou être conforme à CSRD, parce que les échéances arrivent très tôt. Est-ce que tu as quelques tips sans forcément tout dévoiler, parce que ça peut être un peu long, mais des quick wins, des actions tactiques ou des actions au contraire fondamentales à lancer pour se mettre en marche parce que voilà, on est en 2000, on est en 2024, il faut quand même embrasser le sujet RSE pour différentes raisons, hein, pour déjà tes salariés, tes employés, pour tes investisseurs, pour tes clients, ce qui est une entreprise qui sera plus durable, qui aura une contribution à la société, sera aussi plus performante au niveau économique parce que la société va vers cette dimension. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs. Mm, complètement. Et peut-être pour clarifier une chose, alors le côté Bicorp certification, c'est du volontaire, c'est-à-dire que la RSE jusqu'à certaines lois était principalement volontaire. Elle le reste encore dans l'action. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir un label, type le label Bicorp, qui est, je dirais, un des plus exigeants au niveau international et global, c'est selon votre bonne volonté de le faire et de vous engager dans la démarche. Donc, en termes de quick win et de praticité, je dirais, il y a la sensibilisation et la formation des bonnes personnes et embarquer la direction. Donc, que vous ayez au moins un sponsor au niveau de la direction. Bon, là, l'avantage, c'est que Thierry, c'est toi qui es là et c'est toi qui le fais. Donc, plus qu'embarquer en termes de direction. Mais ensuite aussi, embarquer vos équipes. C'est-à-dire que, au-delà d'avoir la certification pour la certification, c'est de réfléchir en équipe à chaque sujet sur comment est-ce que vous pouvez vous améliorer, qu'est-ce que vous avez déjà. Donc, faire cette fameuse analyse de, OK, qu'est-ce que l'on a, où est-ce qu'on est. Et en fait, l'avantage dans le Bicorp, c'est que c'est pratique puisque dans les questions, vous avez déjà des idées de pistes d'amélioration. Donc, en fait, Exact. c'est lister ces pistes d'amélioration qui sont très opérationnelles et ça vous donne des exemples. Et ensuite, les prioriser. OK, est-ce que cette piste d'amélioration, par exemple, si je reviens sur les usines mécénat, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dédier, de faire des dons mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est en ligne aussi, enfin, dans quelle direction je vais? euh, Pourquoi je le ferai? Ou alors, ça peut être, ah ben non, pour moi, c'est pas du tout une priorité parce que en fait, je préfère, je sais pas moi, plutôt développer une politique d'achat responsable et travailler là-dessus parce que j'aurais
plus de retour aussi en termes de business, ça fait plus sens pour moi. Donc c'est voilà, prioriser aussi en fonction de vos enjeux business. Ce qui vous permettra aussi de voir comment est-ce que vous pouvez vous améliorer dans le questionnaire, mais pas seulement avoir des points pour des points. En fait, les points, ils sont là pour vous orienter, pour vous guider. D'autant plus que l'année prochaine, petit spoiler, je pense que pour ceux qui connaissent Bicorp, ils le savent déjà, les standards changent et ce sera plus sur la base de points, justement, pour éviter ce côté, on va chercher des points pour des parenthèse fermée sur le côté Bicorp. Et du coup, tu as évoqué la CSRD. Donc, je disais que la RSE était volontaire jusqu'à certaines lois. Et en fait, la CSRD, là, c'est plus volontaire, c'est réglementaire. Les entreprises vont être obligées, il y en a déjà qui le sont, à faire un reporting extra-financier. Donc, la CSRD, c'est une directive européenne, sachant qu'avant, on avait déjà eu des directives sur les rapports extra-financiers. En France, c'était la PPEF. Ça se transforme en CSRD. Là, la différence, c'est que la CSRD va englober plus d'entreprises et aussi se base sur une méthodologie plus exigeante et du coup va plus loin dans l'exercice de reporting, mais surtout a pour objectif la transparence de ces indicateurs extra-financiers et de mettre tout le monde au même niveau, puisqu'en fait, on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte, donc la Commission européenne et les institutions européennes, que la façon dont étaient divulguées les informations extra-financières, même si elles respectaient certaines cases, en fait, on parlait pas forcément le même langage. Donc là, l'objectif de la CSRD, c'est de mettre tout le monde avec les mêmes indicateurs, le même langage pour que ce soit comparable. Et un point important, c'est que la CSRD a été pensée et faite en premier lieu pour les investisseurs et les banques, puisque c'est lié avec d'autres lois européennes, notamment la taxonomie, la SFRD. Ouais, la taxonomie, oui. Ouais. Donc tout ce qui est sur finance durable. Et en fait, la CSRD, du coup, permet aux banques et aux investisseurs de vérifier où vont, si c'est une activité vraiment durable ensuite dans laquelle ils vont investir, puisqu'ils sont de plus en plus obligés par la loi à investir dans des activités durables. Donc ça permet d'avoir la transparence pour les financiers et pour les banques. C'est important de l'avoir en tête, puisque du coup, la CSRD remet au même niveau la performance financière, mais aussi la performance environnementale et sociale et gouvernementale des entreprises. Et donc là, on remet ça vraiment au même niveau, puisque la CSRD va vous demander, si vous êtes dans les seuils d'application qui vont arriver, là, c'est déjà arrivé pour les grandes entreprises, mais qui vont ensuite arriver notamment en 2026 sur l'exercice 2025. Elle vous demande de faire un rapport de durabilité qui sera publié en même temps que le rapport de gestion. Donc là, c'est vraiment un changement important en fait, c'est une révolution, la CSRD. C'est-à-dire qu'on va mettre exactement sur le même pied d'égalité les informations financières au même titre que les informations environnementales, sociales et gouvernementales. Oui, c'est un game changer en bon français. Et juste pour compléter, nous, on a des discussions assez avancées avec des clients dans le monde bancaire qui nous disent en fait cette dimension environnementale, la performance, on va dire durabilité, pour faire simple, on la met quasiment au même niveau que la performance financière qu'on va investir. Et même on va accorder peut-être des crédits, les banques vont accorder des crédits avec des taux, avec des marges d'intérêt moins importantes pour les entreprises qui vont être durables. Donc, ils réfléchissent, les mathématiciens, ce qu'on appelle les quants, et aussi la partie direction financière ou ALM, gestion actif-passif, réfléchissent à intégrer dans leur modèle, et aussi avec la partie commerciale, une tarification qui intègre la partie performance financière, business et, on va dire, durable dans leur prix. Très clairement, une entreprise durable aura des crédits à des taux plus intéressants que des entreprises qui vont être un peu moins mal notées sur différents standards. Donc, c'est vraiment le lien entre la durabilité et les affaires. Donc, moi, je pense que ça va être assez intéressant ce qui va se passer dans les prochaines années, ou plutôt prochaines semaines, prochains mois, à très court terme. Je pense que ça va être passionnant et ça implique aussi vraiment de travailler main dans la main. Alors voilà, en termes
bonne pratique quick win, comme tu disais. Alors, sur la CSRD, il n'y a pas vraiment de quick win, entre guillemets, puisque du Fallait coup, s'y mettre il y a déjà un an, en fait, sur la CSRD, si tu veux. en fait, il faut s'y mettre en fonction de qui vous êtes concerné, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Si vous êtes concerné directement par la CSRD, plus tôt vous y mettez, mieux c'est, puisque les enjeux, ça va être de faire travailler et vraiment main dans la main la finance et le développement durable pour, en fait, parce que c'est très, très complémentaire, puisqu'en fait, dans la CSRD, il y a l'analyse de double matérialité, ça veut dire matérialité d'impact et matérialité financière. Donc, on est obligé de travailler ensemble pour justement évaluer les enjeux de l'entreprise matérielle, c'est-à-dire sur quoi elle a une responsabilité et sur quoi ces enjeux, donc ça peut être par exemple le changement climatique, la gestion de l'eau, bref, sur quoi est-ce que tout ça va, comment est-ce que tout ça va impacter financièrement mon entreprise en termes de risques, mais aussi d'opportunités de business. Donc voilà, en termes de, je dirais, quick win ou bonne pratique, c'est vraiment travailler dès le début sur la sensibilisation déjà de la direction, pareil, former la direction à ces enjeux et puis travailler main dans la main sur le côté business et RSE. Et ensuite, c'est garder aussi le cap et le sens, puisqu'il y a une obligation réglementaire. Ça va être un processus voilà, de fond, de réflexion, d'analyse, qui va vous amener aussi à réfléchir sur votre modèle d'affaires et comment est-ce que vous pouvez aussi le transformer, mais garder le sens de la CSRD, c'est-à-dire que oui, c'est un exercice réglementaire qui est complexe, mais en fait, ne pas oublier que la CSRD est basée sur des faits scientifiques, notamment tout ce qui est lié à l'environnement, sur les 9 limites planétaires notamment, et qu'en fait, il y a une urgence ici, puisqu'on est en train de vivre des bouleversements d'écosystèmes qui s'embriquent entre eux, et donc revenir à ce sens de pourquoi est-ce qu'on le fait, eh bien parce qu'en fait, il y a une urgence à agir. On le fait pas juste pour vous embêter, entre guillemets, en tant qu'entreprise, on le fait pour créer des entreprises qui soient plus résilientes et qui fonctionnent dans un monde qui puisse demain être vivable pour les générations futures et même pour nous-mêmes. Parce que potentiellement, dans 15-20 ans, on espère, on sera tous encore là. Et du coup, comment est-ce qu'on peut, même pour nous-mêmes, avoir un monde vivable? C'est bien de le rappeler, l'urgence et la réalité scientifique. Et en fait, garder le cap qui est le sens et l'action ensuite. Bon, alors, petite question bonus, que penses-tu des entreprises qui, alors, on le coupera peut-être au montage, hein, mais des entreprises qui annoncent être neutres en carbone en 2030? Alors, je comprends pourquoi est-ce qu'elle fait, puisqu'en fait, pour éviter d'être à 1 + 2 degrés sur le changement climatique en 2100, il faut être neutre en carbone, entre guillemets, en 2030. Mais en fait, c'est le fait d'être neutre en carbone, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être neutre en carbone de façon scientifique et objective, Oui, puisque toutes nos opérations ont, génère du carbone. génèrent du carbone, génèrent des gaz d'émissions à effet de serre. Donc en fait, on ne devrait pas dire neutre en carbone, on devrait dire, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'on devrait dire, mais plutôt, en fait, nous on a réduit nos émissions et du coup on est en balance, quoi. Mais scientifiquement, c'est pas vrai. Même en tant qu'humain, là, je vais pousser la réflexion un peu, voilà, j'exagère un peu, mais en tant qu'humain, je génère du carbone puisque le fait de respirer, c'est du carbone. Et donc, le carbone en soi n'est pas mauvais. Ce qui est, entre guillemets, dommageable pour la planète, c'est l'excès de gaz d'émissions à effet de serre qui reste dans, au niveau du système planétaire et qui va engendrer un réchauffement climatique. Le réchauffement climatique n'est pas forcément mauvais, ça va être les impacts derrière qui vont arriver sur l'humanité, ou là sont dommageables pour nous. Exact, Voilà mon exact, exact. opinion, mon humble opinion, à voir si les auditeurs sont d'accord ou non, et d'ailleurs, ravi de débattre là-dessus. Et je pense qu'en Oui, écoutant Jean-Marc Jancovici, vous avez déjà quelques idées. oui, d'ailleurs, s'ils veulent te contacter, tu es joignable sur LinkedIn. Tout à fait. Je suis joignable sur LinkedIn. Mon LinkedIn, c'est Margot Moget. Voilà, donc avec plaisir pour échanger, voilà.
que Ou ce soit peut-être sur par message. et donc et peut-être sur la landing page du podcast qu'on vous donnera dans la description si vous voulez réagir en commentaire ou prendre rendez-vous pour échanger dans la limite du temps disponible, hein, que ce soit Margot ou moi. Euh, Écoute, passionnant. Alors, je sens qu'on pourrait parler des heures, Margot, mais il faut on s'était limité à 25 minutes. Là, je pense qu'on est quasiment à 1 heure. J'ai trois questions encore. Il y en a deux qui sont un peu bonus que tu ne connais pas. On l'a pas préparé. Je te surprendrai un petit peu. La dernière sur tout ce qui est développement durable. Euh, Comment tu vois alors, je vais peut-être introduire le sujet, hein. Là, on parlait de la communication extra-financière qui requiert d'aller chercher quand même pas mal de données. C'est une problématique qu'on voit chez nos clients, aller chercher de la donnée de bonne qualité. Si on l'a pas, quel shortcut on peut faire avec des hypothèses. Euh, voilà, j'ai juste introduit là. Comment tu vois le futur du développement durable à l'heure de l'intelligence artificielle ou du numérique? La question est un petit peu alambiquée, mais moi, voilà, je te laisse répondre. Merci. En effet, vaste question. Alors, le futur du développement durable à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, de toute façon, elle est là. Par contre, ce qui est compliqué et qui est un énorme challenge avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est extrêmement gourmand en énergie. Et donc, de façon très spécifique, après, si ça vous intéresse, je vous invite à faire la presque du numérique pour comprendre tous les enjeux de la technologie numérique. C'est qu'on a aussi très peu de transparence sur véritablement ce que consomme l'intelligence artificielle et notamment voilà les émissions qui sont derrière, entre guillemets cachées, liées notamment au stockage des données en partie. Donc, il y a une vraie réflexion sur, OK, l'intelligence artificielle, il y a un côté qui est absolument génial puisque ça nous permet d'avoir des systèmes qui vont aussi plus vite, donc de faire des nouvelles, je dirais, recherches, donc que ce soit applicable dans le domaine de la santé, bien entendu, mais aussi dans le domaine pour les entreprises liées à la gestion des données, la mise en lien en termes de données voilà, on disait par exemple la CSRD, il y a des collectes qui sont extrêmement challengeantes en termes de scope pour aller récupérer les données, puisque la CSRD, ça implique toute votre chaîne de valeur. Oui. Donc déjà, rien qu'au niveau de l'entreprise, vos filiales, votre entreprise, etc., mais aussi ça implique votre chaîne de valeur. Donc là, on rentre dans des complexités qui sont assez grandes. Et donc, l'intelligence artificielle peut aider. Dans la limite de, d'accord, j'utilise cet outil, mais en fait, est-ce que derrière, ça va pas plomber aussi mon bilan carbone de façon très, très, très directe, puisque parfois, ça aide énormément, mais derrière, qu'est-ce que ça coûte à la planète Donc, il y a un euh, ratio coût-avantage. Exactement. Il y a un À ratio trouver. coût-avantage à avoir en tête. Et, et voilà, dans quelle mesure, c'est toujours la question quand vous allez utiliser un nouvel outil, dans quelle mesure est-ce vraiment nécessaire et quel est le coût derrière qui peut être un coût caché. Et en fait, je vous invite peut-être, si vous êtes intéressé, à aller plus loin, parce que moi, je suis pas une experte en intelligence artificielle, mais en gros, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est que ça peut faire des choses absolument géniales, mais quand elles sont placées au bon endroit pour les bons secteurs. Et quand ça ne met pas aussi en péril les emplois, entre guillemets, parce que j'ai vu aussi plein d'entreprises tout automatisées et que du coup, bah, c'est très bien, on fait un exemple concret. On répond à nos collaborateurs et on leur envoie des enjeux, enfin, des questionnaires satisfaction, etc. Ou alors, on est à leur écoute, mais en fait, c'est une intelligence artificielle qui les écoute. OK, où est l'éthique aussi là-dedans? C'est-à-dire si Ouais. c'est faire ça pour avoir les bons chiffres et pour aller loin, voilà, dans les bons chiffres sur mon taux de satisfaction, où je réponds bien, où j'ai les bons process, et derrière, où est l'humain aussi. Et C'est- voilà, et là, ça me fait penser à un exemple. Alors, je dérive un peu de l'intelligence artificielle, mais
même aussi sur la CSRD et sur les reporting. Une entreprise, et ça m'a fait sourire, c'est une entreprise qui est excellente en termes de reporting, process, etc., ESG, etc. Vraiment qui est dans les top 1, c'est Shell. Shell, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du pétrole. Donc, c'est aussi avoir ce regard critique et réfléchir, voilà, aller au-delà de certains critères pour se dire, OK, derrière, quel est vraiment l'impact, le business model, etc. Euh, et réfléchir dans nos pratiques de façon éthique et respectueuse. Ouais, ça peut poser des questions, en effet. Si Mmh. Shell est dans le top 1. Enfin, Mais en fait, écoute, ils ont des très bons scores sur plein de notations. OK, super. Mais le cœur du problème reste quand même là. alors sur l'intelligence artificielle, je vais faire un petit peu de pub aussi. On va organiser des événements à Madrid sur une projection d'un documentaire qui a été fait par Samuel Durand, qui s'appelle AI at Work, Who Runs the Office. Donc on pourra, pour ceux qui sont intéressés, donc ce sera cet hiver, on pourra, il y a la diffusion de ce documentaire avec une charla, donc un talk, une conversation en bon français, avec quelques personnes qui sont soit en charge de programmes AI dans des grandes entreprises, soit consultants, membres de Blue Ocean. Donc voilà, on pourra aborder cette question qui est aussi assez cruciale de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on prendra l'angle du développement durable. On essaiera en tout cas l'angle éthique, il y a une vraie question là. L'IA et l'éthique. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça peut améliorer le travail? Et c'est sûr qu'il y a une destruction créatrice, comme disait Schumpeter en économie. Ça peut détruire des emplois. Après, ça peut vous faire gagner 2-3 heures dans votre journée ou gagner dans votre processus créatif. Bon, on est en train de dériver un tout petit peu sur l'IA. En tout cas, c'était passionnant, Margot. J'ai 2 dernières questions hein, et après on essaiera de faire une toute petite synthèse et encore je ne suis pas sûr. J'ai 2 questions on n'avait pas préparées, alors je suis désolé, mais je vais Pas te les de souci. poser, on verra ce qu'on en fait ensuite. C'est une question que j'aurais dû te poser au tout début et qui me semble assez importante. Les gens te connaissent mieux. Je pense qu'après 1 heure avec nous sur ce podcast, ils te connaissent déjà beaucoup mieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissaient pas et que tu gagnais à être connu. Est-ce que tu as une définition de la réussite? Pour toi, c'est quoi la réussite? Alors, je vais dire ce que c'était avant pour moi, du fait que j'ai été formatée par la prépa, par l'école de commerce. Pour moi, la réussite, c'était un schéma plutôt classique de faire une carrière soit dans une grande entreprise. Donc, quand j'étais du côté formation d'entreprise, voilà, je trouvais ça absolument génial de pouvoir devenir la tête d'une fondation d'entreprise, d'un groupe international. C'est quelque chose qui me faisait rêver. Donc, c'était monter les échelons d'une entreprise, avoir une reconnaissance sociale, une reconnaissance par rapport à mon travail, ma carrière, notamment aussi le côté d'être une femme et de gérer des équipes et de faire ma place dans un monde qui est quand même encore largement dominé par le côté homme. Et puis voilà, il y avait aussi le côté, là je dirais plus personnel, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, un schéma un peu classique, mais un petit peu à ma sauce en étant à l'international. Et j'ai revu beaucoup ma réflexion de qu'est-ce qu'elle a réussi pour moi ces dernières années, aussi par rapport à un cheminement personnel, que ce soit lié justement au développement durable, puisque le développement durable, j'essaie de me l'appliquer à moi, c'est-à-dire en fait Tu as, gérer. tu as des inner goals, c'est une pratique dans laquelle on va en parler avec une des prochaines invitées, là, Barbara. Est-ce que tu as des inner goals, je ne sais plus comment on Oui, appelle ça, des goals, des objectifs internes de développement durable? exact. Tu as Ouais. fait ce Alors, travail-là? j'ai pas fait. Alors, non, je l'ai pas fait de façon très rigoureuse et spécifique. Mais moi, du coup, dans ma transition, je suis aussi devenue professeure de yoga. Et donc, en fait, ça m'a permis de réfléchir de façon beaucoup plus globale à mon bien-être et qu'est-ce que voulait dire la réussite pour moi. Et je suis toujours en réflexion.
Mais si vous voulez, aujourd'hui, je suis passée de peut-être une réussite un peu externe, même si je le suis encore, puisque en devenant entrepreneur, j'avais aussi cette ambition de monter une entreprise, voilà, d'avoir quelque chose qui fonctionne, de pouvoir travailler avec des grands clients, d'avoir de l'impact, etc. Aujourd'hui, je Non, suis mais en train bravo, parce que de... sur la fondation et Mm. sur ton entreprise, à différents moments de ta vie, c'est quand même une réussite, un succès, et enfin, c'est plusieurs succès. Donc, bravo, Merci. félicitations. En effet. Et du coup, il y a cette réussite professionnelle qui est géniale. Et aujourd'hui, je dirais, qu'est-ce que la réussite pour moi? En fait, ça va être aussi dans les choses qui sont un peu plus simples, notamment dans le côté sensibilisation et voir que, voilà, chez mes clients, je peux avoir un impact. Est-ce qu'ils vont tout changer après moi? Pas forcément, mais déjà avoir apporté cette vision différente. Et voir justement un peu les sortir de leur quotidien et leur montrer qu'il y a des réflexions un peu plus grandes et les faire participer à ces réflexions plus grandes et je dirais un peu plus philosophiques et voire même concrètes, hein, parce que quand on parle de développement durable et surtout de changement climatique, c'est concret. Et en fait, c'est aussi trouver, pour moi, la réussite, ce serait de réussir à trouver un équilibre entre mon développement personnel, c'est-à-dire me sentir bien, me sentir heureuse au travail, me sentir épanouie euh, dans ma vie perso et dans ma vie pro. Mais voilà, c'est une question qui est très, très philosophique, je dirais, ou en tout cas qui est toujours en cours de réflexion. Et je dirais surtout, en fait, posez-vous la question, vous, qu'est-ce que veut dire le mot réussite pour moi? Parce que moi, j'ai des amis qui ont voilà, une définition différente de ce qu'est la mienne, et c'est OK. Et donc, faites que ce soit une réussite pour vous et pas pour les autres. Ouais, chacun a sa définition de la réussite. Mm, Écoute, c'est une question récurrente que je vais poser dans le podcast. Donc, euh, écoute, génial. Mais merci beaucoup. Merci Margot. Ultime question, et ça sera la dernière. La devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Si tu mm. devais choisir euh, uniquement une valeur, laquelle choisirais-tu? Je choisirais sororité et fraternité. Pardon, je t'ai pas entendu, excuse-moi. Ça a Je, coupé. je choisirais sororité et fraternité. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, mettre les deux, et je ne sais pas si on peut faire un mot avec les deux, mais le plus important et ce dont on va être amené de plus en plus, notamment lié au développement durable, hein, c'est à travailler ensemble et en fait à travailler ensemble dans un esprit de collaboration et d'intelligence collective et avoir un regard aussi un peu plus féminin, un peu moins linéaire et masculin. Dans ces échanges et dans la création de communautés entre nous pour pouvoir faire émerger des idées qui soient novatrices et surtout plus respectueuses de nos propres systèmes internes comme externes. Bah, écoute, parfait. Ce sera le mot de la fin, Margot. Je te remercie pour cette heure passée avec toi. Merci. J'espère que les auditeurs Merci ont autant de beaucoup. plaisir que moi à t'avoir écouté. Mais merci infiniment. Merci. À très bientôt. Salut. Salut.